An absolute honour to be with you here today. So I'm going to talk about open science and research integrity and the way we've approached them in Finland. As Jean-Pierre said, I've only been in Finland in this role for a little while. There's been a lot of changes in the way we approach these. I returned to Finland after 20 years in the UK and Australia. Now, I start with this, and it's my concern when it comes to open science. Einstein is quoted to have said, information is not knowledge. And a lot of the elements we have around open science seem to equate information with knowledge. That somehow, if we open data, we create knowledge and understanding. I believe this is a very dangerous assumption to make regarding open science, and it's got very direct lines with our concerns around research integrity. I think there are a lot of open science utopias. These are based on assumptions that open science will somehow, almost magically, turn the world to a better place. That if we open our research data and research applications, people are going to run to listen to us and put that information into good practice and create this wonderful world of innovation, technology, community. And for the past 5 years that I've been working in this has been the dominant voice, the utopia voice. I've been hearing the stories of what open science can do over and over again. And while I think this is a possibility, it's certainly not an obvious and only end result that open science can deliver. I think we're now hearing also open science dystopias. What's the worst thing that could happen when we create a more open research community and more open science? We have some really sad examples in Finland for sharing open data, and people with a particular mindset taking that data and developing results that look very much like research, but are not research. And for anyone outside that particular field of study, it is almost impossible to tell the difference. What is research and what isn't? And we've talked this morning already about trust. And we hope that open science would increase trust. However, we now got evidence that it can also disrupt and destroy trust, because people have it increasingly more difficult to know what to trust and what to believe when people can use data to masquerade as research and science and knowledge, when it really is a skillful manipulation of data. The dystopia stories also refer to how the research community might respond to the requirements of open data and open publications. We've heard about this morning how we need a culture change and we need more skills. I spend a fair amount of my time with the research community, and there are a lot of people that are not at all keen and excited about sharing data for reasons of their personal career, of reasons of their fears of it being misused, of fear that what will happen to us as a community if data is open, who will spend time collecting data if we don't get merit and career advancement from it? So after the years of open science utopia, I think it's a healthy time to also talk about the dystopias, so we can, as a community, respond to them appropriately. So we need something that I have labelled as authentic open scholarship. I've wanted to get rid of the word science because of its very strong natural science emphasis, particularly in English. I think we should talk about scholarship. We should talk about the way we produce knowledge and the way we make that knowledge meaningful in our communities. In Finland, what we have done
what happens, and I'll show you a little bit more about our coordination system shortly, is to join forces with the Open Science Coordination, our equivalent of the Research Integrity National Advisory Board, our National Office of Public Information, which is about distributing scientific information, and our national bodies on evaluation. And we've decided that if we want to resolve these questions, the four of us need to work together hand in hand and in real time, not just responding to each other, but actually collaborate. And we've decided that what we are doing is called responsible research. That everything that we've got in this is about creating a responsible way to do this as a community and a responsible way of sharing what we're doing. And to some extent, my research career has dominantly been on research integrity, and I've taught research ethics for 20 years. And I've asked a lot about, do we have actual new questions because of open science in research integrity? Or are they just more complex versions of the existing questions that we've had? Depends on the level of generality that you pick, whether you answer yes or no. But at the very least, I think we need a new approach. Very strict rules, for example, are not going to guide us through the situation we're in now, with so many actors and so much more complexity in the system. Also, 5 years ago, people talked about open science as if we could just turn a key and open some doors, and that would be open science. The realization now is that there is an incredibly high price tag on open science. It's very costly to create good quality open data. Academic publication costs have skyrocketed in the last decade. There was an estimate from EUA that Europe spends over €1 billion a year on scientific publications, and they're still not open. So we need to approach these things in a new way, and in a very collaborative way, and a way that will be based on dialogue. More than anything else, what we seem to be requiring is a culture change. And the culture change, we've heard a lot about already this morning about the doctoral students, and I actually teach the doctoral students in Finland. Finland has got a national curriculum on research integrity for doctoral students and a national curriculum on open science. And I've been the project coordinator for both of those curriculums that were developed by the community. And my experience is that upskilling the doctoral students is only the drop in the ocean. Because what happens in their labs, in their research groups, is what really influences the way they're going to do things. We need to upskill their supervisors and the senior academics a lot more importantly than we need to address the doctoral students. It is necessary that we do, but it is totally unreasonable to ask the lowest level of the academic community to carry the torch of a major culture change. The change has to come from the senior part of our community rather than expect the junior academics, the early career academics, to be the drivers for that cultural change. And my experience as their teacher is that they are not any more excited about open research and open science than the senior ones are. They aren't that different. So their skilling is only a part of the process that we need to do. So in Finland, what happened was that at the end of 2017, the Ministry of Education and Culture, who had been leading open science, made a decision that they would no longer take a leading role. They wanted the research community to step in and start taking direction. So they completely stepped away from the coordination. The coordination was given to the Federation of Finnish Learned Societies,
and at that point I was recruited to build a new open science coordination system in Finland that was based on all the members of the research community, that is the funders, the publishers, the research producing organizations, the libraries, to come together and figure out how we could make decisions together without the leading role of the ministry and without that formal mandate. How could we lead such a diverse group that were all, in the essence, independent members of the research community? So we chose that we needed to work a system that was based on transparency itself, on the independence of the actors and respecting their autonomy, and the fact that the community would be in the centre of everything we do. The most important principle was the collaboration principle. Everyone who wants to be part of any of the work we do is welcome to join our collaborative efforts. It took us a year and a bit to get started, and our formal structure was finalised in November last year. So we've only been doing this for a very, very short period of time, and it looks like this. Apparently, someone said it looks like a flower, and I thought that was really nice. Now, there was a button here somewhere. Where did I turn it on? Oh, there it is. Huh, there we go. We've got a strategy group in the middle that's got 50 members at the moment, and they're formally assigned members from all key research organisations, and that's our decision-making body. The blue ring around it is our expert panels, which is a little bit like a secretariat, and this is based on people who want to be experts, who name themselves to be experts, and they support the strategy group. Now, we divided those into 4, and that's different from what's happened in France. We've got to take in a slightly different approach. We have the usual suspects, open access and open data, but we added open learning as an element of open research, open science and open scholarship, and that the group at the top, which is the open research community, is our culture change group. What do we need to do in our research culture to create responsible research and open science? Oh, wrong one. These are the 2 questions that we ask over and over and over again. There's a nice story to these. My grandmother was in hospital in her last year, and there was a lady who was very, very deeply demented in the next bed, and every now and then she sat up and asked these 2 questions. Does this make any sense, and who's going to pay? The very essential questions in life. Now, in open science, we want that to improve the quality of research and the quality of research results. We need to ask, are the steps we're taking actually improving quality or not? And we need to dare to keep asking that question and not to assume that. Does it make any sense in the perspective that is this having an impact on the society? And specifically, is the impact positive? Because open science isn't a value in itself. We're doing it to improve the quality of our research and for the research result to have a positive impact on the society. And as referred to earlier, money is an important issue because open science isn't cheap. And as in Finland, as in France, and I'm really envious that now you have a fund from the Ministry for Open Science, the big question is, how are we going to distribute the new costs? Who's going to pay for the extra work and the access that we're going to provide? What we've decided that this is probably our key for culture change. It's merit and metrics. And there's been reference to that earlier today. We are working on a national guidelines for responsible evaluation of researchers that will be completed this year, that look actually also on open science issues. Because researchers need to have safety and guarantee
that if they spend their time on creating more open science, it is going to contribute to their careers. Otherwise, we are asking them to serve two masters. And that is an unfair position to put researchers in. Similarly, as was said earlier today, we get what we measure at all levels. So if we want change, we need metrics that will encourage the change and will show that the change is taking place. In Finland, as in everywhere else in Europe, open access strategy is an essential part. We heard about the diamond approach, and it's something we are developing in Finland for our national scientific publishers. We're creating a system where open access is provided by a shared fund and not by APCs or the publishers in any shape or form. We'll have our formal open access national strategy probably by November. It's on a consultation period at the moment. We've also talked a lot about multilingualism. How does open science take place if we have dominance, in our case, of English as the language of science? And we've started yesterday a HelsinkiInitiative.org, which is an initiative to protect and encourage multilingualism in research. And you can sign it as an individual or as an organization. And the idea is that open science, to reach the benefits for the community, needs multilingualism. We need research in languages that other researchers are going to understand, but we also need research in languages that the community finds accessible. And around Europe, everybody is struggling with this in one shape or form or another. We've got some Polish colleagues, and in Poland, 80% of research articles are published in Polish. In Finnish, 80% are published in English. Both of us would like a different balance. So multilingualism is a key. In this, we also want to reference monographs, books, open access to books, the language of books. So once we've got scientific journal strategy ready, we will start working on a strategy for books and how we're going to create open access of monographs in research. We also started working on open data strategy. And we've based it on FAIR data, I was referred to earlier today, and what it's going to require to produce FAIR data. What are the facilities, what's the learning, and what are the criteria of when you actually want to provide the raw data and when it's actually responsible not to provide it. Because openness doesn't mean we share everything openly to everyone. Openness in a responsible manner says we need to have a conversation, what's shared, when and how, and to whom. And in there, even more than open access, we need to talk about money, because data is an expensive business. Then we've talked about open learning. There's a lot of conversation that whether the learning materials that academics produce should be licensed to be openly available or not. That creates a lot of concern in the research community, and the researchers are not 100% behind this idea that the government has originally suggested. But this is also about learning for the society. How do we make sure that people have an interest in research, have an interest in results, have an ability to understand the difference between research results and opinions? In Finland, we've had a lot of debate about expertise. Who's an expert? Who can claim to be an expert? And we've coined a wonderful new term in Finnish that translates into experiential expert. So someone who's experienced something can now claim expertise through their personal experience. And when you put that expert and academic expert next to each other and say they have equal value, it is very different from someone outside the research community to make sense of the dialogue and the conversation.
So the open learning doesn't refer just to sharing what we do in our universities, but it's also about our role in making sure the society travels with us in our understanding of research. So our main thing is to make sure everybody's on board, that everybody can make that train, open science. And we, like I understand the same issue is in France, how do we get the researchers' voice to be heard when we make policies? What sort of consultation periods? How do we make sure that we don't run a race that the community doesn't want to be running? So there is a lot of work, and my experience is only anecdotal with the doctoral students, though I teach them in 7 different universities. Mind you, Finland has got 14 universities, so I teach in half, and the rest of them use the curriculum with other teachers. Young academics are highly divided on their views around this. And what's even more important is that they are really, really concerned of what is expected of them and how their research careers will look like. And the question that was asked to me by someone who sat next to me on a plane on the way here, who turned out to be an early career researcher, saying, why would I want to do this when it looks so difficult to get funding and to know what my career would look like? Do I dare to embark on this journey? So that is an element that we'll have to remember. Thank you. I can shout otherwise. Can you hear me? Yes, Yes. I can. Yeah. Great. So, Boris Barber, I'm a researcher here, also involved with Uphere website. You mentioned the great cost of making data open, but I wonder how much of that cost is really the cost of doing the research properly, rather than really making it open. In terms of storage, if it's correctly archived, it's a question of access permissions in the extreme, and in terms of formatting it correctly, that really should be the job of the researchers already. I agree with that, and that's what we discussed with the early career. Whether the cost of open data is really about the cost of doing research properly, that we possibly, I gather you were built in that, have not done until now. And now, if we want to present our data in a way that others will understand it, we obviously have to work differently than we're preparing data only for our own eyes. So there is that sort of hidden cost that is in working hours, and that's about the quality of research, and I'm all for that, that this will encourage people to do their work better and have more validity. But then there is cost in data curation, the facilities that are required. The estimate is that we need 300,000 data scientists alone in Europe. Some people say 500,000. People who can actually manage data and create interfaces between different data sets and create metadata archives so that the data would actually be interoperable as FAIR suggests it should be. That to create that level intricacy in managing data, to make it useful in a way that utopias say it should be, that apparently is an exercise that the price tag, we can't even imagine what it will be. But I do agree with you that there is an element of open research that hopefully will improve the quality and doing what we should have done in the first place. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci à toutes et tous d'être là, et merci aussi pour l'invitation. Je vais vous parler aujourd'hui d'intégrité scientifique et sciences ouvertes, à la fois les opportunités, les risques et les tensions. Et on est dans une situation où la science est en révolution. Alors, je vous apprends probablement rien, mais regardons un petit peu ce que ça concerne. Bon, d'abord, ça concerne chacun d'entre nous à titre individuel, indépendamment des faits scientifiques. Mais du point de vue scientifique, on se retrouve dans la situation où cette révolution numérique a un impact majeur sur le développement des disciplines scientifiques qui ensuite fertilisent le changement également, la manière dont on conduit les recherches, les actes de publier et de communiquer.
Et donc ça a été détecté depuis un certain temps, donc en particulier par Jim Gray, hein, qui montre en particulier que les paradigmes initiaux d'observation, de construction, d'élaboration de théories, et ensuite d'expérimentation et le retour ensuite à l'observation à nouveau, maintenant sont complétés et remplacés dans certains cas par des aspects simulation numérique et d'exploration numérique des données. Donc ceci, ça a des conséquences profondes sur toutes les sciences et leur développement. Donc à la fois, on a de nouveaux horizons, de nouvelles méthodes, des nouveaux regards scientifiques, nouveaux instruments, nouvelles expériences scientifiques. Jusqu'à maintenant, c'était difficile de faire exploser une galaxie sous ses yeux. Aujourd'hui, en laboratoire, par simulation, on sait faire des choses comme ça. En médecine également, enfin dans toutes les disciplines, on sait aujourd'hui mettre en place à la fois de nouveaux instruments et de nouvelles expériences. Et donc développer de nouveaux regards scientifiques. Ça a aussi des conséquences profondes sur les communautés scientifiques en général. Donc d'une part au niveau de la publication, et j'ai évidemment en reparlé, sur les aspects communication, en particulier réseaux sociaux, sur l'éthique, on vient d'en parler, et en particulier dans la précédente présentation, c'était, je pense, tout à fait intéressant et utile. Sur les aspects intégrité scientifique, et puis sur les aspects évaluation des personnes, des laboratoires, des équipes, des établissements, des pays en général. Et donc, ceci dans un contexte où il faut aussi s'entendre sur ce que signifie le vocabulaire. Et alors là, en un slide, je résume 3000 ans de réflexion sur ceci. Pardonnez-moi, mais néanmoins, je pense que c'est important, comme ça vous savez de quoi je cause ou quelle est mon intention de causer dans les 20 minutes qui suivent. Donc l'éthique, c'est les positionnements sur les hiérarchies de valeurs, chemin faisant, basés sur l'expérience personnelle et collective. Donc l'éthique, c'est descriptif. Ce n'est pas prescriptif, contrairement à la morale qui, même si elle a une étymologie similaire à l'éthique, maintenant est utilisée, en particulier dans le monde latin, avec une vision plus prescriptive, donc en particulier pour les morales sociales ou religieuses. La déontologie, donc les règles de la profession, par exemple le serment d'Hippocrate, pour en prendre un, notez d'ailleurs que sur les aspects de déontologie, on n'a pas vraiment de serment du chercheur, par exemple. D'accord. Et Michel Serres a commencé à réfléchir à ça, et je pense qu'il doit y en avoir d'autres également. Mais voilà, il nous manque des petits... Les médecins ont bien avancé par rapport à un certain nombre de choses. L'intégrité, donc absence de mauvaises intentions, honnêteté, et puis le droit, évidemment, qui est sujet à interprétation. Il faut toujours avoir ça présent à l'esprit aussi. Dans ce contexte-là, l'écosystème de la connaissance scientifique est stratégique. Donc je ne parle pas d'économie, mais bien d'écosystème, pour insister sur le fait qu'on est dans un cadre global, et je parle bien de connaissance scientifique et évidemment pas uniquement d'information de données. Donc la connaissance scientifique, d'une part, a une valeur intellectuelle et constitue un bien commun que beaucoup, et donc moi en particulier, je considère comme étant universel. Mais c'est aussi un enjeu de souveraineté. Et ici, c'est important de bien prendre en compte les aspects autonomie stratégique des scientifiques qui nous permet, en particulier, en ayant accès et en maîtrisant les données et les informations et les connaissances dont on a besoin, de faire de la recherche au meilleur niveau international. Et puis, il y a aussi le pouvoir économique, parce qu'il est clair que la connaissance, et les connaissances scientifiques en particulier, vont générer une vraie capacité économique et technologique. Et donc, globalement, pour les scientifiques, je pense qu'il faut faire bien attention aux deux niveaux de cet écosystème de la connaissance. Il y en a un dont il vient d'être parlé, hein, typiquement, c'est un coût. Et ce coût, il est particulièrement visible, en particulier quand on est en train de traiter avec des éditeurs, par exemple, mais pas seulement. Il est donc important et visible. Mais par contre, de maîtriser les connaissances, ça, c'est fondamental et souvent juste ignoré ou pas pris en compte dans la réflexion. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que les principales missions des scientifiques que vous connaissez bien, les missions, je veux dire, aussi forcément des scientifiques, c'est découvrir, expérimenter, comprendre, communiquer, enseigner, transférer, administrer et gérer, mais aussi, aujourd'hui, en charge d'une nouvelle mission, c'est en fait l'écosystème
dont on génère en fait une grande partie, comment faut-il le penser, comment faut-il le réinventer, d'accord ? Donc là, je rejoins un petit peu aussi les conclusions de la présentation précédente. Et donc, dans cette situation-là, les besoins des scientifiques reposent sur l'accès à l'information et sa maîtrise. Donc, d'une part, savoir accéder, savoir chercher, et savoir chercher partout, d'accord ? Partout, à la fois dans les connaissances scientifiques, mais aussi dans l'ensemble des connaissances en général, qui ne sont pas nécessairement toutes scientifiques. D'agréger, analyser, structurer des informations, de publier des informations, et donc là, ça va être à la fois des résultats, des programmes, des données, des MOOC. Je partage complètement le point de vue sur l'accès à la connaissance et en particulier à l'information. Et puis échanger, qualifier, certifier et communiquer des informations professionnelles. Dans ce cadre-là, je voudrais insister sur le statut spécifique d'un objet particulier dont on parle depuis longtemps, qui est la publication scientifique. Et pour moi, la publication scientifique est un objet spécifique parce qu'elle engage la responsabilité scientifique de ses auteurs dans un système que je souhaite ouvert. Après, il faut définir la taille de l'ouverture, mais que je pense c'est indispensable d'être ouvert, et strictement additif. Alors, que veut dire strictement additif ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on publie quelque chose, d'abord dans le monde numérique, je vous défie de mettre quelque chose sur le réseau et ensuite de l'enlever. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est juste très difficile, voire quasi impossible, sauf à éradiquer l'ensemble des systèmes d'information sur Terre, y compris biologiques d'ailleurs. Mais là, il n'y a pas le sujet. Donc là, l'idée, c'est que la publication scientifique engage l'auteur et par conséquent, on ne peut pas la rétracter. Puisqu'on ne peut pas la rétracter, il faut pouvoir la compléter avec des informations au fur et à mesure. Et ces informations, elles vont consister typiquement en des informations de qualification. Est-ce que c'est original ? Est-ce que c'est bien écrit ? D'où vient l'histoire de cette publication, etc. Mais c'est aussi de savoir expliciter s'il y a des conflits d'intérêts à partir du moment où ceci est avéré, bien entendu, ou s'il y a des problèmes d'intégrité, toujours si c'est avéré. Et donc, en fait, cette question de souveraineté scientifique est fondamentale pour pouvoir travailler sur des questions d'intégrité. Donc, comment peut-on la mettre en œuvre ? L'avancée française qui a été réalisée il y a un an, c'est récent, c'est de dire on va faire de la régulation souple. Et en fait, on va introduire un plan pour la science ouverte qui va nous permettre d'avoir les bases d'une régulation souple pour pouvoir mettre en place cette souveraineté scientifique. Et donc, ce plan national que je suis sûr que vous avez tous lu met en avant un certain nombre d'éléments dont je rappelle juste quelques-uns, bien sûr. Donc, d'abord, la science ouverte est une diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données de la recherche. Et d'autre part, elle constitue un levier, ce qui nous intéresse plus ici aujourd'hui, pour l'intégrité scientifique et favorise la confiance des citoyens dans la science, dont on a aussi parlé. Et donc, elle constitue aussi un progrès et scientifique et de société. Donc, dans ce cadre-là, la science ouverte est un cadre décisif. Et ce cadre, en fait, il est décisif, par exemple, pour la mise en œuvre des principes FAIR, donc Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Mais aussi pour la mise en œuvre du Text and Data Mining. Mais aussi pour la biodiversité, dont on a vu typiquement les aspects appels de Jussieu, et ce qui nous permet d'avoir de nouvelles opportunités pour l'intégrité et l'éthique de la recherche scientifique. En effet, ça nous permet, par exemple, l'intégration, en fonction des communautés scientifiques, de la publication des rapports de qualification. C'est-à-dire typiquement ce qu'on appelle les rapports de référé qui, suivant les communautés, sont publiés ou pas. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. La discussion ouverte des documents qui sont publiés, la documentation des erreurs ou des manquements avérés à l'intégrité scientifique, comme je le disais tout à l'heure, la publication des corrections, la disponibilité immédiate et éternelle. L'éternité, c'est pas facile. Mais déjà, même
même à plus court terme. Donc, mais c'est un objectif ambitieux. Par exemple, une revue qui publie l'ensemble des commentaires, donc c'est la revue en géophysique sur Atmospheric Chemistry and Physics, qui en fait, vous pouvez les regarder sur l'URL de sa présentation, a une démarche tout à fait remarquable sur la façon de faire en sorte que l'ensemble des commentaires peuvent être cités, donc ils leur sont attribués un DOI, et donc ce DOI peut être utilisé comme une autre publication. D'accord ? Et dans ce contexte-là, certaines des publications sont anonymes, c'est-à-dire certains des référis restent anonymes en fonction des communautés, en fonction de ce que souhaitent les gens, et d'autres ne le sont pas. On a aussi, bien sûr, dans le cadre du CCSD et de l'archive ouverte HAL, des initiatives comme Epicence, dans lesquelles en fait on va pouvoir monter de nouvelles revues avec une ouverture et une façon de travailler au-dessus de l'archive ouverte qui est remarquable et très ouverte. On a une initiative remarquable également qui est Software Heritage, qui consiste à collecter l'ensemble des logiciels créés depuis le début de l'univers sur ce type de plateforme. Alors vous me direz, l'univers en termes de sciences informatiques a débuté plutôt récemment dans les choses qui sont fortement développées, même si on a un certain nombre d'algorithmes depuis le crible d'Ératosthène et d'autres. Mais voilà, donc Software Heritage avec aujourd'hui plusieurs milliards de références de programmes. Et puis, ça peut être utilisé pour l'évaluation, bien entendu, l'ensemble de ces éléments-là. Et donc, si vous voulez, Michel Cosnard, qui récemment, enfin il y a un an en fait, explicitait le fait qu'aujourd'hui, typiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir se baser uniquement sur ce qui est publié en ouvert et pas autrement. Alors, ceci, bien sûr, implique un certain nombre de responsabilités et des limites à l'ouverture. Par exemple, si je travaille en théorie des nombres, et si j'arrive à mettre au point des algorithmes et des programmes qui factorisent de façon particulièrement efficace des nombres entiers, très grands, ça veut dire que je crée un facteur d'attaque d'un système typiquement bancaire ou de système de création de la confiance aujourd'hui au niveau mondial qui pose question. Donc aujourd'hui, on ne peut pas juste partir avec cette idée-là et publier un algorithme qui mettrait à mal l'ensemble du système à très court terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que cette connaissance se mette à diffuser. Comment est-ce qu'on la contrôle? Comment est-ce qu'on fait pour que l'ensemble du système ne soit pas impacté de façon majeure et sans contrôle? C'est évidemment une question à se poser. Quand on parle de consentement libre et éclairé, typiquement en médecine, on est dans une situation où on va demander à des patients de contribuer à des corpus dont Pierre a parlé tout à l'heure. Et évidemment, là, il va y avoir une responsabilité des chercheurs qui vont utiliser ces données parce qu'il faut en maintenir à la fois l'anonymité, la qualité et faire en sorte que, y compris quand on va croiser ces données, on respecte les gens qui ont bien voulu contribuer à cette collection. Et puis, il y a la responsabilité des établissements de recherche et d'enseignement. En fait, aujourd'hui, et ça a été dit d'ailleurs précédemment, aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire il faut développer de la recherche de façon intègre, il faut être responsable et il faut se donner les moyens de le faire. Et donc ça veut dire qu'au niveau des établissements, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la création de comités opérationnels d'éthique. On voit aussi des comités d'éthique plus larges se développer. On a d'une part le CCNE pour les sciences de la vie et de la santé en France, il y a ceux de l'INSERM, du CNRS, etc. Je ne vais pas tous les citer. On a des initiatives évidemment au niveau européen et international. Néanmoins, au niveau des établissements, c'est fondamental qu'on sache se donner les moyens de faire en sorte qu'on sache responsabiliser et comprendre les limites de l'ouverture en interne.
Et puis, l'intégrité et l'éthique sont au défi des recherches internationales ou privées. Bon, alors Pierre en a parlé également tout à l'heure avec Lulu et Nana, mais on est dans une situation qui est globale et qui concerne toutes les disciplines. En fait, d'abord, la recherche publique versus la recherche privée. Aujourd'hui, on a de la recherche privée qui est développée de façon extrêmement intensive, extrêmement importante. Et donc, on a une situation de problématique d'accès aux données et typiquement une situation dans laquelle, en fait, ce qu'il est souhaitable, c'est que ces données qui sont gérées par des entités privées, en particulier à des fins de recherche, mais pas forcément uniquement, puissent être utilisées par la recherche publique, en particulier française, mais pas seulement. Évidemment, dans des conditions de déontologie, d'intégrité et d'éthique qui soient strictement contrôlées et auditées. Et ceci, ça ne concerne pas que les GAFAMI, évidemment, mais ça concerne toutes les données que nous générons. Et que nous générons, par exemple, avec Al, avec ScienceConf, avec Fun, avec Renater, etc. Et donc, en fait, posons-nous la question de comment est-ce qu'on peut se réapproprier ces données à des fins de recherche dans un contexte qui soit, bien sûr, éthique et intègre. Et puis, il y a le fait que l'intégrité et l'éthique sont mis au défi de la géographie globale. C'est-à-dire qu'il y a des recherches que je ne pourrais pas faire en France, parce qu'elles sont interdites typiquement par la loi, ou elles ne seront pas acceptées par un comité d'éthique auquel je devrais me soumettre. Par contre, elles sont possibles ailleurs. Alors, je peux aller ailleurs, visiter pendant une semaine, un mois. Ça pose des questions quand même. Est-ce qu'on a les moyens de se les poser, de les discuter? Aujourd'hui, pas beaucoup. Et donc là, ce que je dis, c'est, je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, je dis simplement, réfléchissons à qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça, soit en tant que citoyen français, soit en tant que scientifique, soit en tant que juste humain. Et puis, il y a également un certain nombre de situations dans lesquelles notre propre intégrité ou notre propre légitimité est un petit peu mise en défaut, hein, typiquement avec SciHub. Donc vous avez vu les différents les avatars récents. Et en fait, aujourd'hui, je pense que, évidemment, là, il y a un repository de données qui est considérable et qui est utile dans bon nombre de cas, c'est vrai. Mais c'est de notre responsabilité, à nous scientifiques et à nos établissements, de contribuer au corpus scientifique en suivant les recommandations du plan pour la science ouverte, parce que ça nous permet de récupérer nos données sans avoir à aller les chercher sur des sites qui ne sont pas complètement légaux, suivant les différentes lois aujourd'hui commerce international. Et donc, pour conclure, je voudrais expliciter le cercle vertueux suivant que j'ai conduit là pendant ma présentation. D'une part, l'intégrité repose sur l'autonomie stratégique des scientifiques. Donc il faut se donner la capacité à faire en sorte que cette autonomie stratégique, qui repose sur la régulation introduite par le plan pour la science ouverte, puisse être mise en œuvre. Et donc, dans ce cadre, s'intégrer dans une démarche de science ouverte, c'est permettre à l'ensemble de l'écosystème de la connaissance une plus grande intégrité. Et bien sûr, c'est de notre responsabilité en tant que scientifique, en tant que communauté, en tant qu'entité qui développe une activité de recherche publique ou privée, de se mettre dans ce cercle vertueux. Dernier point, on est dans un paysage évidemment en pleine évolution. Donc on aurait pu très bien dire, le plan pour la science ouverte, on en fait une loi. Ça n'aurait pas été forcément adroit, à mon avis. Parce que, en fait, tout ça, ça évolue très vite. Est-ce qu'on est sûr de... Vous savez, une loi, c'est quand même un peu dur, d'abord à mettre au point, ensuite à faire voter, et puis finalement, quelques années plus tard, on s'aperçoit que, on s'est peut-être beaucoup avancé sur un certain nombre de sujets. Donc c'est vraiment important d'être dans un paysage qu'on considère bien comme étant en évolution, de faire de la régulation souple, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de régulation, bien entendu. Et bien sûr, il faut prendre en compte le fait que l'implication des scientifiques est essentielle. Premier point. Deuxièmement, que les entités académiques doivent devenir complètement responsables de leur stratégie et de leur politique de maîtrise des informations numériques. Et là, je dois dire que
quand je discute avec un certain nombre de responsables à différents niveaux français ou internationaux, je suis parfois surpris par la naïveté de la valeur, de ce que les gens considèrent être la valeur des avancées scientifiques de leur université ou de leur institut. S'il y a une vraie valeur, ne serait-ce qu'une valeur intellectuelle, comme on le disait tout à l'heure, mais pas seulement. Et je pense que réaliser ce fait et de faire en sorte qu'il y ait des vraies stratégies et une politique de maîtrise des informations numériques qui soient mises en place, c'est essentiel. On retrouve d'ailleurs, je pense, cette idée dans le plan précédent, de l'exposé précédent. Et puis, il faut mettre en œuvre des initiatives interinstitutionnelles, parce qu'on n'est pas tout seul à s'occuper de ça, au niveau français, européen et mondial, pour favoriser la science ouverte, souveraineté scientifique et, in fine, donc, comme je le disais, dans ce cercle vertueux, éthique et intégrité scientifique. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant aux commentaires, réflexions des trois discutants. Donc, il s'agit, ces trois discutants sont respectivement Antoine Triller, qui est directeur de recherche à l'INSERM, qui est référent, comme il l'expliquait tout à l'heure, tout nouveau référent intégrité scientifique à l'INSERM. Non ? APSL, pardon. D'accord. OK. Merci de corriger. Et qui est spécialiste de neurobiologie, donc biologie des synapses. Et en particulier, donc, effectivement, il a été directeur de l'Institut de biologie de l'ENS. Ensuite, nous avons Rémi Mossery, qui est, lui, directeur de recherche au CNRS et référent intégrité scientifique au CNRS, qui est donc un spécialiste de physique théorique et de la matière condensée, et qui intervient depuis plusieurs années dans les questions relatives à l'évaluation de la recherche, ses principes, ses modalités, ou encore la place des indicateurs bibliométriques. Et le troisième intervenant est Léo Koutalek, qui est enseignant-chercheur en épistémologie et éthique des sciences contemporaines, donc à l'université Paris-Sud, Paris-Saclay, et qui est membre du Conseil pour l'éthique de la recherche et de l'intégrité scientifique, Poletis. Eh bien, messieurs, on va peut-être commencer par les réflexions d'Antoine Triller. Alors bon, les réflexions sont quand même très limitées parce qu'elles ont été générées pendant le temps d'écoute et sans réflexion préalable. Donc je vais essayer de mettre en ordre un certain nombre de points qui m'ont un peu posé question pendant que j'écoutais les exposés et qui vont faire un peu écho à la question que j'ai posée précédemment à Pierre Corvol. D'abord, je suis très impressionné par la qualité de la réflexion autour de ces questions de sciences ouvertes et d'éthique et sur les solutions et les procédures qui sont, je trouve, assez abouties avec une véritable pensée et qui va certainement réorganiser la recherche dans le futur. La question que je me pose aujourd'hui, c'est la confrontation avec le réel, c'est-à-dire la confrontation avec qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires, dans les institutions, au niveau, je dirais, micro et macroscopique, et pas l'aspect mésoscopique, mais pas l'aspect macroscopique, c'est-à-dire de l'ensemble du système. A été évoquée la responsabilité des établissements de recherche et d'enseignement, la question de l'échelle à laquelle on se place pour cette responsabilité est à mon avis un élément déterminant, c'est-à-dire est-ce que c'est l'institut de recherche, est-ce que c'est l'université, est-ce que c'est la faculté. Et donc je pense que l'échelle est un point très très important. Et j'aime beaucoup le concept de cercle vertueux et d'écosystème qui, au fond, va coordonner tout ça. Mais le système aujourd'hui, et prenons-le aujourd'hui, et pas comme on voudrait qu'il soit demain ou comme on voudrait qu'il soit peut-être... voilà. Le système aujourd'hui ne récompense pas la vertu.
Et donc, on est dans un système où la construction d'une carrière scientifique, ça a été évoqué par votre jeune voisin dans l'avion, la construction d'une carrière, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment pour émerger dans un monde où la démographie est absolument galopante en termes de nombre de chercheurs, est une question qui est absolument fondamentale et qui ne pousse pas à la vertu. Et vous avez évoqué qui était une paraphrase de Diderot, qui était le chercheur serviteur de 2 mètres. Voilà, donc le chercheur, il ne peut pas être serviteur à la fois de la construction de la science, de la mise en place de la vertu, de la mise en place des règles qui vont le gouverner lui-même. Et donc, il y a là un paradoxe, qui est un paradoxe un tout petit peu compliqué, dont j'ai senti dans les présentations qui ont été faites les moyens de résoudre ce paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe insoluble, mais enfin tout de même, qui est un tout petit peu compliqué. Et il y a, qui est pendant avec ça, et je vais terminer sur ce point, un autre point que vous avez soulevé, qui est lié au mérite et à la métrique de ce mérite. Et je pense que la métrique du mérite, qui est extraordinairement critiquée aujourd'hui, est malheureusement utilisée, une métrique d'ailleurs qui est très critiquable, est utilisée de manière extensive dans les systèmes d'évaluation qui sont dits les plus vertueux. On prend le RC par exemple. Si vous publiez un article dans un truc open access en biologie, ça n'est même pas considéré. Je veux dire, on considère uniquement ce qui va être dans les majors à fort impact. Si vous êtes dans un comité du Wellcome Trust, ça n'est pas considéré. Si vous êtes dans un comité du NIH ou de la DFG, ça n'est pas non plus tellement considéré. Donc c'est la réalité, je veux dire, il faut se confronter au réel. Il y a un moment où le discours est parfois un peu irénique, même si je suis très... Voilà, donc c'est le point de vue d'un homme qui arrive dans ce monde. Voilà, donc je voulais vous en faire part. C'est un peu les réflexions que j'ai eues. Je ne sais pas si c'est un début de discussion. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Peut-être première réaction également de Rémi Mossery. Oui, ça marche ? Oui. Et donc, mon Science ouverte, j'y connais pas grand-chose. Donc, j'ai été voir sur Internet. Et donc, sur le site du ministère, on nous dit que c'est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. Donc, ma première réaction, c'était que c'est dans une... Enfin, en tout cas, pour les domaines que je connais, c'est dans une situation assez différente entre les publications et les données. Dans mon domaine, la physique, on est complètement dans le modèle archive et je n'y vois essentiellement que des avantages. Ça pourrait se discuter de façon plus fine. Et je pense que ça mériterait d'être très, très largement généralisé à l'ensemble des disciplines. Et je vois dans mon action de référent à l'intégrité vraiment des cas où si la diffusion du modèle archive était généralisée à d'autres disciplines, ça simplifierait les cas et ma tâche. Alors sinon, pour la science ouverte, il y a plein de raisons bien sûr de la défendre, et ce n'est pas ici que je ferai des critiques, bien commun et autres questions. Mais ici, ce qu'on se pose comme question, c'est l'intersection entre la question de science ouverte et d'intégrité scientifique. Et donc, l'intérêt ou les risques qu'il y a à avoir cette ouverture. Moi, je voudrais commencer par dire que je pense que du point de vue de l'intégrité, et c'était d'ailleurs un des mots-clés de la dernière diapo de Pierre Corvol, un objectif principal, c'est celui de la confiance. Confiance en interne à la science comme condition pour l'avancée des connaissances scientifiques et confiance du côté de la société comme une des conditions pour que les scientifiques puissent être écoutés sur des questions sociétales à fort contenu scientifique et pouvoir y porter une parole rationnelle. Donc si on pense à la première partie, c'est-à-dire la confiance en interne, ça renvoie en particulier aux publications scientifiques et aux conditions de validation de ces publications. La seconde, relation chercheur-société, moi j'avais historiquement plutôt en tête la question de la vulgarisation des résultats scientifiques,
Mais on voit bien que ça pose avec plus d'acuité aujourd'hui la question de la vulgarisation de la méthode scientifique. Et donc en particulier de pouvoir discuter de façon la plus large de qu'est-ce que c'est que le doute scientifique, et en particulier dans le cadre de la journée ici, quelle est la nature des données. Ces fameuses données dont on clame qu'il faut qu'elles soient ouvertes, eh bien, il faut aussi expliquer, je crois, au grand public, et peut-être même d'abord savoir si on est d'accord entre nous sur qu'est-ce que c'est que ces données, et primaires, pas primaires, et lesquelles méritent ou pas d'être ouvertes. Donc je vais essayer ici de limiter mon propos à ce qu'il conviendrait d'ouvrir comme données, en limitant complètement, en se disant, ben voilà, lesquelles faut-il ouvrir à des fins de validation des résultats scientifiques, non pas pour des questions morales ou bien l'État paye, etc., mais vraiment, quelles sont les données qu'il faut partager pour pouvoir valider. Alors ça va être utile à l'avancement de la science en elle-même, parce qu'il faut effectivement qu'on soit capable d'avoir une opinion sur les travaux des autres pour avancer, et évidemment pour la lutte contre les méconduites scientifiques. Je dis ça parce que pour être opérationnel, cette question d'ouverture des données, il ne suffit pas de dire les données doivent être ouvertes, parce qu'on voit bien qu'on se heurte alors à des grandes difficultés. Donc on a un choix à faire quand on se pose la question de quelles données doivent être ouvertes pour la validation des résultats, entre prendre ce qui serait d'ailleurs assez naturel au niveau du CNRS, c'est, ben voilà, attention, c'est discipline dépendant, pardon. Et donc, on va tout de suite aller vers la diversité disciplinaire. Chaque discipline a un point de vue différent sur la question des données. C'est probablement assez rapidement, on va tomber dans une impasse si on fait uniquement ça, parce que la tâche est immense. Donc moi, j'aurais plutôt envie de pousser à ce qu'on commence par une approche un peu plus épistémologique, qui commence à regarder les grandes catégories au travers desquelles l'activité scientifique se déploie. Donc moi j'en ai listé 4, on peut être d'accord ou pas d'accord. L'expérimentation, l'observation, les simulations numériques et la théorie. Alors du point de vue de l'expérimentation, je vais être très, très schématique. Dans le cadre de l'expérimentation, je pense que pour la validation des résultats, il suffit de donner comme données les conditions initiale d'une expérience, qui sont les acteurs et les appareils de mesure, en les précisant. Je suis schématique, mais voilà. Il n'y a pas, normalement, alors je vais le dire comme physicien, un électron est le même à Paris et à Canberra. Si je vous dis comment j'ai fait des expériences sur les électrons dans tel matériau, vous devriez être capable de pouvoir vérifier ailleurs. Bon. C'est plus compliqué probablement dans le domaine de sciences de la vie, mais dans le cadre des expériences, je ne pense pas qu'il y a pour la validation, besoin d'ouvrir beaucoup au-delà de ça. Pour l'observation, c'est complètement différent. Et l'observation de la nature de la Terre, du ciel, etc., l'observation est datée. Donc, en principe, étant datée, elle va être difficilement reproductible. Et donc là, du côté de l'observation, il y a effectivement un champ très, très large de données qui doivent être mises à disposition à des fins de validation. De ce point de vue-là, j'ai été sensible à ce que vous disiez sur le coût de l'information. Alors, il y a même un papier célèbre d'un physicien Landauer qui s'appelle « L'information a un coût ». Il ne faut pas se cacher que l'ouverture des données se pose le problème du coût énergétique, du coût écologique, du coût humain, si on veut en plus que ça soit largement partagé. Donc là, il y a un vrai problème. Du côté de la simulation numérique, le débat, pour moi, il est entre la mise à disposition des algorithmes ou des sources, ou des codes sources. Et donc moi, du point de vue de la validation, je défends l'idée que c'est les algorithmes qui méritent d'être mis à disposition et ouverts, et pas nécessairement les sources. On peut avoir de très bonnes raisons de vouloir faire de l'open source, mais je ne vois pas les raisons, en quoi ces raisons permettraient de justifier la question de la validation des résultats. Petite remarque, puisqu'on est là pour discuter aussi, M. Kirchner a commencé son exposé en citant de Force, Paradigme et Gray. Moi, je dois dire que je suis très réticent à tout ce qui est véhiculé par cette approche. Mais bon, c'est un autre débat. Et puis, donc, sur la théorie, je suis théoricien, là, la question de l'ouverture des données, honnêtement, se pose assez peu. Ce n'est pas pour protéger ma sous-discipline, c'est parce que si vous avez des bonnes idées sur la question, je suis preneur. Voilà, donc
je pense que pour conclure, que avancer sur les problèmes posés par les données dans ces grandes catégories, et bien sûr dans leurs interfaces, parce que observation et expérimentation se parlent, doit être fait en parallèle de ce qui doit aussi être fait, qui est une analyse discipline par discipline. Merci. Merci beaucoup. On continue peut-être par le troisième discutant, c'est Léo Coutelec, donc qui est, comme je l'avais dit, enseignant-chercheur en épistémologie. Oui, merci de l'invitation. Merci pour les deux exposés qui sont très clairs et très éclairants. On discute ici des liens entre l'intégrité scientifique et le concept ou la démarche de sciences ouvertes. Ce que je voudrais dire ici, en commentaire des deux exposés, c'est qu'il y a un lien entre la conception que l'on a de l'intégrité scientifique et la conception que l'on a de la science ouverte. Et ici, je voudrais mettre en lumière peut-être une tension, justement, dans notre conception que l'on a à la fois de l'intégrité scientifique et la répercussion que cette tension sur la conception d'intégrité scientifique que l'on peut avoir a sur la façon d'appréhender la science ouverte. Parce que déjà, en préambule, je voudrais dire que le débat n'est pas stabilisé sur ce qu'est l'intégrité scientifique. Voilà. Peut-être je voudrais dire ça en préambule et que je crois qu'il y a encore une discussion qui, j'espère, va durer encore longtemps et peut-être ne jamais se terminer sur deux conceptions qui sont en tension de l'idée d'intégrité scientifique. Je crois qu'on a, alors c'est pas pour les opposer caricaturellement, mais c'est pour montrer que peut-être elles gagneraient à être travaillées ensemble. On a une conception d'intégrité scientifique que je qualifie de défensive ou de protectrice, hein, qui est plutôt une conception de l'intégrité scientifique qui est en cohérence avec l'étymologie latine du mot intégrité, integer, qui veut dire non touché, comme Armel Debru l'a mis en valeur dans son article pour le journal de Poletis, c'est-à-dire une intégrité scientifique qui viserait à considérer qu'une communauté est intègre si elle est non touchée et non atteinte, non atteignable. Et donc par qui, par quoi ? Non atteint par la controverse, non atteignable par peut-être la critique de la société, et qu'elle reste intègre, c'est-à-dire dans son entier. Et donc cette conception de l'intégrité scientifique, protectrice et défensive, repose sur l'idée qu'il existe une communauté scientifique. C'est-à-dire qu'il existe quelque chose comme un ordre juridique et épistémologique consistant qui s'appelle communauté scientifique. Hein. Alors évidemment, ça se discute. Hein. Vous savez ce que Pierre Bourdieu disait de la communauté scientifique. Il disait que c'est une fiction sociale qui n'a rien de fictif socialement. Et je crois que c'est vraiment intéressant de considérer cette petite phrase de Pierre Bourdieu sur la communauté scientifique, c'est que ne joue-t-elle pas le rôle d'une fiction sociale qu'on ressort de temps en temps, hein, pour essayer de défendre une conception protectrice de l'intégrité. À côté de cette conception protectrice se développe, et je crois que c'est plutôt celle qui est choisie actuellement par les établissements, en tout cas de ce que je vois, et majoritairement par les chercheurs, me semble-t-il, il y a une conception ouverte et créatrice de l'intégrité scientifique. Cette conception-là ne repose pas sur la fiction sociale de la communauté scientifique, mais plutôt sur l'idée qu'il y a des communautés plutôt fragmentées, des communautés épistémiques plutôt qu'une seule communauté scientifique, des communautés de pratique, des communautés instrumentales, des communautés d'intérêt, des communautés aussi de valeurs, etc., dans les sciences, et qu'il est très difficile de rendre homogènes toutes ces communautés dans un tout. Et donc, notre conception d'intégrité doit être ouverte et créatrice et sensible à cette diversité scientifique. Alors, la première conception, la conception protectrice, la tendance que l'on aurait, et elle serait assez facile, c'est la mettre sous contrainte déontologique. Hein. Ça serait en quelque sorte de dire que ce dont nous avons besoin dans les sciences, face au manquement à l'intégrité scientifique, face aux déviances de certaines pratiques qui sont évidemment réelles, parfois, ça serait de faire ce que les médecins ont fait, c'est-à-dire une sorte de déontologie avec un code, un conseil de l'ordre, dirigé par un magistrat et inscrit dans la loi dure, comme le code de déontologie médicale dans le code de la santé publique. Et là, ici, si vous voulez, ce serait une conception d'intégrité scientifique qui relève de ce que les juristes appellent une normativité de contrainte, alors que la conception ouverte et créatrice de l'intégrité scientifique
serait plutôt une normativité d'adhésion, d'adhésion à la norme plutôt que d'obéissance à la norme. Donc une conception ouverte et créatrice de l'intégrité, plutôt qu'être sous condition déontologique, serait plutôt sous condition de réflexivité éthique. Et donc c'est un peu ça que j'aimerais discuter avec les intervenants et puis avec vous, c'est n'est-il pas plus intéressant par rapport à tous les constats qu'on fait de mettre l'intégrité scientifique sous condition d'une réflexivité éthique, donc plus proche d'une éthique de la recherche, plutôt que sous condition d'une déontologie. Cela tient aussi à la conception que l'on a de la norme dans la science. Soit on a la conception de la norme comme un impératif, soit on a la conception de la norme comme une règle. Et il y a une grande différence entre un impératif et une règle, c'est qu'un impératif, on y obéit et on s'y soumet, et on est susceptible, si on s'écarte de cet impératif, d'une punition, d'une sanction devant un conseil disciplinaire. Ça existe et ça doit exister sur certains cas très précis, alors qu'une règle sert à régler des pratiques, mais pas faire triompher une position théorique sur une autre, par exemple, mais à ajuster des pratiques, et ces règles-là sont toujours l'objet d'une discussion épistémologique, justement, très ouverte de la communauté scientifique, par exemple sur ce que l'on appelle une bonne science ou une connaissance de qualité. En d'autres termes, si on considère que la norme est un impératif, la norme sera synonyme de normalisation. Si on considère que la norme est une règle, alors on pourra mettre en place des normes, mais qui ne seront pas synonymes de normalisation de la pratique scientifique. Donc, je ne contraste pas plus ces deux conceptions, mais c'est pour dire que d'un côté, on a l'idée d'un code de déontologie, et de l'autre, l'idée d'une boussole. J'ai bien aimé cette image qui a été reprise, de repères qui doivent être constamment discutés dans des lieux ouverts le plus possible, à l'intérieur des laboratoires, des départements, avec les étudiants notamment. Alors, cette tension que j'identifie sur la conception d'intégrité scientifique, elle a des impacts sur notre conception de la science ouverte. Parce qu'évidemment, si on considère que la science ouverte doit rester sous l'autonomie stratégique des scientifiques, donc sur le mythe de l'autonomie de la science, évidemment, donc une science ouverte sous contrainte d'une conception protectrice et défensive de l'intégrité, on n'a pas du tout la même ouverture, le même type d'ouverture. C'est le schéma d'Enrica qui montre que la science ouverte, c'est 4 dimensions, Open Data, Open Access et Open Research Communities et Open Learning. Évidemment, si on est dans une conception défensive et protectrice de la science ouverte, on acceptera d'ouvrir les données sous condition, on acceptera l'accès ouvert aux publications et aux expérimentations, mais on sera beaucoup plus timide à aller vers l'ouverture structurelle, l'ouverture des démarches scientifiques à la société. Et donc ici, il y a deux conceptions de la science ouverte qui, je pense, aussi sont en tension. Il ne faut pas forcément les opposer, mais montrer que ces deux conceptions existent et peut-être qu'elles gagneraient à être croisées. C'est qu'on a une science ouverte que je dirais unilatéralement ouverte, c'est-à-dire, en gros, c'est pour caricaturer un peu, mais on ouvre les fenêtres de la tour d'ivoire, voilà, mais la tour d'ivoire est toujours là. Et une autre conception de la science ouverte qui est on descend définitivement de la tour d'ivoire, on abandonne cette idée que la science est autonome et on cherche à l'ouvrir non pas simplement en termes de contenu, mais en termes de structure, en termes de démarche, en termes de discussion sur les méthodes. Et ici, c'est la promotion évidemment des démarches participatives, des démarches co-construites, interdisciplinaires, etc. Alors les deux ne sont pas incompatibles, mais il ne faut, je crois, pas oublier qu'il y ait l'un et l'autre. Moi, ce que je pointe comme vigilance ici, c'est que toutes ces conceptions, tous ces retours sur le débat public dans la science, de l'intégrité scientifique, de l'éthique de la recherche et de la science ouverte, pourraient n'être qu'un écran de fumée pour renouveler et défendre une conception fermée de l'activité scientifique et garder et maintenir un certain monopole sur l'autorité scientifique, alors que je crois que ça pourrait être des belles occasions de rediscuter très ouvertement de notre représentation des sciences, de notre façon de produire les connaissances. Et
in fine, de pouvoir enfin mettre en valeur le pluralisme scientifique dans toutes ses dimensions, et notamment dans ses dimensions d'ouverture avec les acteurs, les personnes concernées de la société civile. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, je crois, très intéressant. Peut-être une première réaction des intervenants, first reaction, yeah. Enrica. Probably to Leo's more than anything else. This idea of a fragmented community is probably the way we've based a lot of the work we do in Finland, and one of the inroads to try to figure that, because we thought that open science has provided us with a wonderful opportunity to seriously consider what research is about, what this community is about. It's posing some very fundamental questions, the way we work and why we work and the purpose of it. So I've kind of welcomed that as an opportunity rather than a threat to our community. And one of the questions that we have worked on in a lot of groups relates to objectivity and trustworthiness of knowledge, which seems to be one of the inroads to say how research results are different from opinions. And what are the multiple routes we can build our case to say this is different? And open science has provided this, I think, a wonderful opportunity for us to consider. And that leads to many questions around integrity and what we believe are the fundamental guiding principles of research. So I welcome that analysis as an opportunity for the community, even if the community might be social fiction. Thank you. Claude? Oui, très rapidement, des retours sur ce qui vient d'être dit là. Bon, d'abord Antoine, sur comment prendre en compte la réalité, c'est clair que c'est le sujet de tous les jours, d'accord. Et je pense qu'on est dans une situation justement dynamique. Et cette dynamique doit prendre en compte la réalité, des objectifs, des éléments de régulation, des éléments de réflexion, des éléments d'évolution, comme en particulier l'a mentionné Léo. Moi, je ne suis pas pessimiste par rapport à ça. Je pense qu'on est dans une situation où on a besoin d'avoir aussi la réalité qui évolue, parce qu'on en sent bien à la fois les limites, voire les grandes limites, voire les inconvénients majeurs. Et donc, voilà, comment faire évoluer l'ensemble du système, c'est vrai que c'est tout l'intérêt de ce type de journée en particulier. Par rapport à ce que disait Rémi, que je partage globalement, je pense qu'il y avait un certain nombre de questions sur le fait que l'information a un coût. Oui, elle a toujours eu un coût. Là, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup et qu'il faut comprendre dans quelles conditions on est capable de la stocker, de la communiquer, de la rendre utilisable, et pas juste de... Enfin, et donc ça veut dire que c'est pas juste l'information qui nous intéresse, c'est l'information et ce qu'on peut en faire et comment on peut y accéder. Et donc ça, c'est donc un point global à comprendre. La question que tu posais, Rémi, était intéressante sur les aspects... est-ce qu'un programme est suffisant comme élément de reproductibilité ? Et je pense qu'un programme en tant que tel, juste un programme comme ça, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire, typiquement, si j'énonce un algorithme comme le crypte d'Ératosthène, c'est-à-dire typiquement pour savoir si un nombre donné est premier, si le nombre premier est petit, j'arrive à comprendre un peu comment ça marche. Si le nombre, et ça me permet d'induire un petit peu globalement la méthode, mais si le nombre premier est énorme, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le programme, comment est-ce qu'on s'assure qu'il soit reproductible et que ce soit un élément de la reproductibilité, il suffit probablement pas de le décrire en tant que programme, mais probablement davantage en tant que d'abord spécification, ensuite l'algorithme, ensuite le programme, et éventuellement le contexte dans lequel il va être exécuté. Et à ce moment-là, on commence à avoir quelque chose qui est davantage reproductible, à mon sens. Et puis, donc, ce que mentionnait Léo, et je pense que cette réflexion
philosophique sur qu'est-ce que c'est que l'intégrité, qu'est-ce que c'est que la science ouverte et comment nous positionner par rapport à ça. Je crois qu'il faut qu'on enrichisse l'ensemble de notre communauté justement par ces réflexions. Moi, je pense que j'ai dit clairement que pour moi, l'ouverture de la tour d'ivoire, c'était pas ça, la science ouverte, d'accord. C'est que clairement aujourd'hui, et c'est une de nos tâches, c'est en tant que scientifique, comment est-ce qu'on a envie de faire en sorte que l'ensemble du système évolue? Alors, ça veut dire qu'on ne sera pas les seuls dans cette réflexion-là, parce que on est dans un écosystème des connaissances qui, évidemment, dépasse, est enrichi, mais aussi dépasse les scientifiques. Et donc je pense on ne peut avancer que dans cette dimension-là, en prenant en compte le fait que ici, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entreprises ou de chercheurs d'entreprises qui soient représentés ici. D'accord. Or, aujourd'hui, il y a une recherche de qualité importante qui se passe aussi à ce niveau-là. Et donc, j'étends, Léo donnait deux dimensions, moi, je dirais, on peut en donner une troisième. Typiquement, c'est dans quel contexte les recherches sont effectuées, avec quels moyens et avec quelle finalité de l'organisme qui les soutient, d'accord, et pas forcément des chercheurs, ce qui peut être compliqué, différent. Voilà, juste des premiers retours. Merci Claude. Il est temps de passer à vos questions ou surtout à vos réactions par rapport à ce que vous avez entendu. Madame. Et après monsieur. Ah oui, besoin des outils. Ici. Merci pour ces excellentes présentations. Pour rebondir justement sur ce que vous venez de dire, la recherche privée, mais oui, c'est le quotidien. On ne peut pas demander de l'argent, même en France, à une ANR si on n'a pas une entreprise privée dans la poche. On ne peut pas appliquer à l'Europe si on n'a pas un partenaire privé. Et alors, se posent les questions. Donc moi, à mon échelle terre à terre, à école doctorale par exemple, les contrats CIFRE, comment on fait pour ne pas pouvoir publier quand on est en thèse parce qu'il y aura peut-être un brevet, qui dispose des données, comment partage-t-on les données entre académiques et publics. Donc là, il n'y a aucune réglementation, on va dire, qu'on peut donner de façon ferme et définitive. Et pour ma communauté, je suis du domaine biologie-santé, c'est vrai on nage, mais à vue. C'est-à-dire que j'adore venir à Paris, écouter des superbes conférences comme ça, et quand je retourne, je ne sais pas quoi dire. Enfin, personne ne sait si vraiment il y a un DPO dans l'établissement où il est. Je suis interrogée sur... Je recommence une thèse, qu'est-ce que je fais de mes données? Je suis avec des patients, comment ça se passe, etc. Donc il y a un gouffre énorme entre ce dont on parle et pour faire aussi écho effectivement à ce qui se passe dans les laboratoires. Quelqu'un veut... Enrique. Une réponse très courte. Hein. Je pense que, à mon avis, j'insistais sur le privé pour dire que d'abord c'est important, il y a vraiment de la recherche de qualité qui se fait aussi à cet endroit-là et qu'il faut savoir l'associer. Typiquement, comment fait-on? Et ensuite, je pense qu'il y a des établissements dans lesquels il y a des DPO qui sont bien identifiés. Excusez-moi, mais ça existe aussi. Please. In Finland, we've spoken a lot about the increasing amount of public-private joint research and the amount of ethical and practical issues it creates, for example, in the area of data ownership, data sharing, openness. And for a couple of years of trying to set up national guidelines on how that should be done, we had to abandon the exercise because it became so complicated because it was so contextual. So the second best approach that we are now working on is to create a set of guidelines to assist the research community in the negotiations they're going to have. So there are certain questions that need to be asked and certain things that need to be agreed on. And we hope with some experience we could come up with some guidelines for certain fields of study
saying these are for you the key elements, and this is how other groups have resolved those key questions. But that is a pressing element. The element that we've discussed more here is saying, what do we expect researchers to know? They're working in a highly complex area now of requiring understanding of law and a lot of technical elements and about agreements. If they are expected to know all of this, when are they going to do research? So the question in Finland is topical now, who should have the expertise and who's supposed to support who if we want more openness, if we want more private-public partnerships. Someone needs to support the infrastructure. It cannot be expected to be the researcher. And that's something we haven't got yet. We've just identified that as a key element. If we want to really do this well, this is an element we cannot ignore. Thank you. Michel Bernot, ne serait-il pas utile de prendre le problème aussi par l'autre bout, de réfléchir, analyser ce que j'ai envie d'appeler la pathologie du tricheur? Qu'est-ce qui motive les gens et parce que par rapport à un certain nombre de considérations, bon, les liens justement entre les activités de recherche et la privatisation, je pense à la privatisation par exemple de l'archéologie préventive où on va chercher à faire baisser les prix, hein, c'est le problème du moins 10 ans aussi par rapport à ces appels d'offres. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir sur l'autre versant du problème? Quelqu'un veut intervenir? If you read any EU documentation around research, particularly around open research, it is impossible to read it without reading is that research is there for economic growth and innovation. And that, from my perspective, is a very narrow view of what research is for. But that's the discourse very strongly now. If you talk about motivations, it's quite openly in the EU documentation. And I don't think the community sees its own work in those similar terms. So we have a dissonance in place, and that goes back to the need to have these really deep conversations of what are we here for? What is research? What's the genuine purpose of what we do? If we as a research community cannot voice that, someone else will give that to us. So I would kind of encourage the European research community to start creating a stronger voice of saying, what are we here for? And not to be given the harness that other people are offering to us. Rémi? C'est compliqué ta question parce que d'abord, bon, on est tous, pour la plupart des référents, assez récents. Donc moi, ce que je peux dire après quelques mois de pratique, c'est qu'il n'y a pas un cas qui ressemble à un autre. Et donc j'attendrai un peu plus longtemps, disons 2-3 ans, avant peut-être de me risquer à avoir des points de vue un petit peu généraux sur qu'est-ce qui a poussé un tel ou un tel. C'est certainement, en plus, ce n'est pas notre tâche. Tu veux... Oui, c'est toujours bien de prendre effectivement le problème sous ses différentes facettes, mais je pense qu'il y a des situations dans lesquelles on se retrouve en défaut d'intégrité sans une intention explicite et objective. Et donc, quand Rémi dit qu'il y a de multiples, enfin qu'il n'y a pas eu de cas similaires, c'est vrai, il y a quand même des grandes classes. Et dans ces classes, je pense qu'il y a ceux qui intentionnellement vont modifier des photos, vont modifier des résultats, vont faire en sorte qu'il y ait, ou qui vont intentionnellement recopier une partie d'un ouvrage quelque part, etc., en termes de plagiat. Et puis, il y a des gens qui se retrouvent dans une situation où petit à petit, en fait, ils sont en défaut d'honnêteté, mais sans avoir eu conscience
à un moment donné qu'ils se plaçaient dans cette situation-là. Et c'est cela qu'il faut, je pense, aussi prendre en compte pour les aider. Et c'est aussi ceux-là qui, à certains moments, se retrouvent dans une situation où ils mettent l'image de la science en situation difficile. Ceux qui sont les méchants, les vrais méchants, d'une certaine façon, on en trouve partout, d'accord ? Et donc, alors que des bons scientifiques qui se retrouvent dans une situation où ils ont mis le doigt dans un engrenage sans réaliser au début que c'était problématique, je pense que c'est un défaut de sensibilisation, un défaut de formation, et aussi un défaut du collectif pour aider les gens à mieux comprendre les situations. Bien sûr. Allez-y. Oui, c'est Claude Forest, INSERM et Université Paris-Descartes. Université de Paris désormais. J'ai une question pour revenir au plan S et à son accompagnement. La question est là-dessus. Je peux me baser sur un exemple récent. Il y a 2 jours de ça, l'unité INSERM dans laquelle je travaille, qui est une grosse unité, a organisé une assemblée générale. Enfin, son directeur a organisé une assemblée générale. Et donc, il y avait dans la salle une centaine de personnes, de collègues. Donc, et j'ai posé la question, qui parmi vous sait ce que c'est que le plan S, la coalition S, et ce que ça implique? Et il y a quelques doigts qui se sont levés. Et donc, et le plan S démarre dans 9 mois. Et je pense que ça va être un accouchement délicat. Et en fait, si je peux faire une comparaison, la maïeutique, vraiment, je crois, n'est pas là. C'est-à-dire que les sages-femmes ou les médecins en charge ne sont pas trop présents. Et donc, ma question, c'est comment les instances, et on dépend donc des instances, l'INSERM, le CNRS, l'HCRES, les universités, vont faire pour accompagner mes collègues chercheurs et moi-même dans ce plan S, avec toutes les implications qu'il y a. Je sais que c'est une question difficile, mais qui est prégnante, c'est le cas de dire. Qui veut intervenir là-dessus? Parce que c'est vrai que ça dépasse un tout petit peu là. Moi, je peux, pour donner à mes collègues le temps de réfléchir un peu plus, je pense que il y a une vraie difficulté, comme je le disais dans mon exposé, il y a une vraie difficulté à faire en sorte que les établissements s'approprient les différentes avancées et régulations qui se mettent en place. Et donc, dans cette situation-là, je pense que notre attitude à nous, soit ou bien en tant que référent à l'intégrité scientifique ou simplement scientifique, c'est aussi de faire en sorte qu'on avertisse l'ensemble de la communauté du fait qu'il faut qu'on puisse réfléchir ensemble, travailler sur comment on aborde les choses. Et puis peut-être qu'également au niveau global, au niveau de l'État, il y a peut-être un certain nombre de directions qui vont être données. Je ne sais pas, je passe une patate chaude un petit peu à Marin. Donc, Tu veux dire quelque chose, Marin, tout de suite? Oui. Bon. J'imagine que la personne est entendue. Puisqu'on m'y invite, je ne suis pas sûr que ça a un gros lien avec l'intégrité, mais ça a un lien avec la science ouverte, parce que la question est posée. Alors, je dirais 2 choses. Donc, le plan S, on est en train d'en discuter, et la France a décidé, en particulier l'ANR, d'être dans la coalition S. Le problème du plan S, c'est sa monoculture d'origine. C'est-à-dire qu'il y avait un modèle unique qui était pensé dans un endroit disciplinaire et culturel et géographique de l'Europe très précis. Et du coup, les gens qui ont écrit le plan initial l'ont pensé avec toutes leurs références. Et en disant, ça c'est possible, parce que dans mon monde, c'est possible. Et nous, on a constaté que ce texte, tel qu'il était écrit, ensuite on l'a coécrit, il était écrit vraiment que comme ça. Et on a dit, on rentre et on va le coloriser. Il n'avait qu'une couleur, il en a désormais 3, mais la bataille n'est toujours pas gagnée. Et donc, aujourd'hui, le plan S n'existe pas, dans la mesure où le guide d'implémentation n'est toujours pas stabilisé, puisqu'il y a eu un guide d'implémentation qui a été rendu public, qui est une avancée considérable par rapport au brouillon qu'on avait vu en juin, nous, au ministère, considérable en termes de colorisation. Je réexpliquerai s'il faut, qu'est-ce que j'entends par colorisation. Et il y a eu une consultation publique, justement, pour essayer de prendre en compte, parce qu'ils se sont rendus compte quand même que il y a eu plusieurs centaines de réponses, y compris des réponses officielles du Comité pour la science ouverte, d'une part, représentant la France, et de l'ANR, d'autre part, représentant une préoccupation très opérationnelle, puisque l'ANR est censée l'implémenter. Et donc, il faut attendre que ce soit digéré par la coalition
Et notre travail consiste à dire il n'y a pas qu'une seule communauté scientifique, il ne peut pas y avoir qu'une seule économie de l'édition, il ne peut pas y avoir qu'un seul paradigme pour les données. Ça n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Donc, du coup, j'en profite pour vous répondre sur la question, Antoine Trier, sur la question de la naïveté. En fait, j'entends bien que ça vient dans certains milieux disciplinaires. Ce que vous dites est complètement vrai. Dans d'autres, ce sont d'autres mondes. On est dans d'autres mondes. Et donc, il faut qu'aucun monde n'impose sa règle à l'autre. Et en revanche, il faut qu'on soit sur... Nous, ce qu'on défend, c'est qu'il y ait 3 voies pour l'accès au vert. La voie verte, la voie dorée avec des APC et la voie de diamant, pour qu'on puisse faire fonctionner toutes les communautés sans les détruire, sans bouleverser trop brutalement l'écosystème en 6 mois ou en 12 mois. C'est un délire absolu d'imaginer qu'un seul paradigme pourrait s'imposer. Le paradigme de la science verte, c'est un grand principe très général, et ensuite on va l'appliquer. Donc si dans votre communauté, effectivement, enfin, je doute que si je publie dans PLOS, ce ne soit pas reconnu par le RC, qui est une revue en accès ouvert à ma connaissance. Oui, mais alors... PLOS, ça dépend lequel. Non, mais on va pas faire un discours. Oui, pardon. Enfin bon, c'est juste pour dire que, en fait, du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place des règles qui vous permettent de cohabiter avec le système qui vous est imposé et avec la volonté générale d'ouverture. Et donc, on peut faire cohabiter une publication dans une revue totalement fermée, et certaines revues totalement fermées ne sont pas très bonnes, et certaines revues totalement ouvertes ne sont pas mauvaises. J'ai cru entendre tout à l'heure des choses laissant entendre que il y avait le degré de fermeture indiquait le degré de qualité, le degré d'ouverture, le degré de mauvaise qualité. Pas de ce que vous avez dit, hein. J'ai entendu par ailleurs, donc ça, il faut que je le dise. Mais donc, il est tout à fait compatible dans ce qu'on a fait faire dans le plan S, de publier dans une revue fermée et de copier, de faire une copie dans bioRxiv, dans Archive, dans HAL, comme vous voudrez, en même temps, hein, de façon à ne pas être dans une monoculture trop dangereuse. Enrica? The element about Plan S is the fact that it is a research funder's proposal. It just shows the way this is working. It is the major research funders in, I don't know how many in countries in Europe now, 13 was the original number. And to some extent, the onus would have to be on the funders then to provide the required education and knowledge to the people that they fund and the people that are applying for funding. But because they are such powerful players, the funders, whatever initiative they take will have a significant effect on how the rest of us are going to work. But Plan S, we kind of remember that it is an initiative of the research funding bodies. It's not a national or a EU initiative as such. And as Marine said, we're all eagerly waiting for the implementation plan, because that will reveal the nuts and bolts, because I think the devil is in the detail in this, as it is in many other elements as well. Lydia? Merci Jean-Pierre. Oui, c'est Lydia Borel, la directrice pour la recherche et l'innovation à l'Association européenne des universités. Merci à tous les intervenants pour cette excellente qualité de dialogue. J'ai un petit commentaire, une question qui a été évoquée par Erika. Vous avez dit qu'il fallait une révision de metrics, hein, de research metrics. Mais ce n'est pas une question pour vous, c'est une question en fait pour tous les intervenants. On voit maintenant le mauvais aspect de la métrique qui a été en place, qui est toujours en place depuis plusieurs années. Mais si on repense une métrique telle que métrique, est-ce qu'on ne risque pas de tomber vers un autre piège? On va sortir du piège actuel pour être remis dans d'autres pièges créés par l'autre métrique. Comment peut-on évoluer, en plus dans le sens plus ample que vous venez aussi d'évoquer, que la science, elle n'est pas là avec un utilitarisme pour l'économie, mais plutôt pour la création de la connaissance, de la science, et avec un objectif beaucoup plus ample. Pourquoi retrouver une métrique, alors? C'est un peu provocatif, mais... Enrica, Claude?
Je pense que c'est important. On est des scientifiques. Et quand on est scientifique, il faut qu'on se donne la capacité à mesurer quelque chose. Alors, le problème, c'est évidemment qu'est-ce qu'on mesure et comment on le mesure. Alors, on a des exemples qui sont bons, puis d'autres qui sont moins bons. Sur ce type de sujet où on va en fait explorer et tâcher de essayer de comprendre comment mesurer typiquement des apports, des impacts à la connaissance scientifique, c'est particulièrement délicat parce que, encore une fois, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on mesure et pourquoi faire et qui le mesure. Et donc, je prends un exemple récent, en particulier en France, où vouloir que typiquement on modifie les affiliations des gens pour faire en sorte que la visibilité de certaines universités soit différente de celle qu'elle est aujourd'hui, moi, ça me paraît être une absurdité, parce que ce n'est pas parce qu'on modifie le thermomètre qu'on va changer, ou on modifie les graduations sur le thermomètre, qu'on va changer la température réelle qu'on veut mesurer. D'accord ? Donc, après, voilà, c'est des questions qui sont aussi, qui concernent également des aspects plus politiques, etc. Et dans ces aspects politiques, il y a évidemment qui fait, je reviens là-dessus, la mesure et avec quoi. Et aujourd'hui, en France, on a peu d'entités qui font des mesures, alors que les analytics, on sait très bien en créer tout à fait intéressantes. Et en fait, moi, je ne pense pas qu'une mesure qui nous vienne de Shanghai ou de Londres ou de Sydney ou de peu importe dans le monde soit quelque chose à prendre tel que. Il faut se l'approprier pour l'objet que nous, on a envie de comprendre et de mesurer. Donc pour moi, les mesures sont des choses qui sont importantes, ne serait-ce que parce que ce qu'on sait mesurer ensuite, c'est une façon de mieux le comprendre, mais il faut comprendre comment on le mesure, il faut comprendre avec quoi on le mesure. Ouais. La question était aussi, si tu veux, si j'ai bien compris, c'était mesure versus évaluation. Et ce n'est pas nécessairement synonyme. Mais bon, OK. Enrica. Ah. I'm a few seconds behind you. I feel like I'm repeating myself in many instances. I think we are now living in a time of quite dramatic change that has not been seen in the research community for a very, very long time. And as far as the research evaluation is concerned, we need to be very careful now that we as a community take a leadership in identifying what we believe is important to measure and what are the valid measurements for that. We spoke during the break, for example, companies like Elsevier are busily building their new platforms to provide us with complete metric system for all of research, because they reckon they're going to get open interface and they can go, they explained to me, I saw them a couple of weeks ago, we can go from an individual researcher level up to a country level in their system when we've got open databases. They can get in and say, how much have you published, open access, what the old metrics are and all the rest of it, and accumulate those. They will never share us with their algorithms, that would be my guess. So they would provide us that for us. And that's probably not the way we'd want it to be done in the end. So now is the crucial time for us to have these conversations of what do we think is worth counting and what is the way to count it. And because there'll be so many things that are worth counting that we cannot count. That's another Einstein quote. There's a lot of counts in it. So I'm going to say, we have to accept that certain things cannot be turned into metrics and accept that there might be qualitative methods, narrative methods that will have to suffice, because otherwise we'll develop metrics that will guide us totally astray from where we want to go. And this is really, really important for us as a community to take leadership in this and not allow companies like Elsevier. Google and Amazon are doing the same thing.
They're the big three at the moment that are all ready to provide us with the tools of their design. Rémi? Oui. Sur cette question, Claude Kirchner a dit bon, on est des scientifiques, on sait mesurer, etc. Moi, j'ai quand même remarqué depuis pas mal d'années que dans le passage de la salle d'expérience à la salle de réunion, où là, on va parler d'évaluation et de choses comme ça, les grands principes de la méthode scientifique sont parfois oubliés. Donc je crois que la communauté scientifique doit se regarder le nombril un petit peu et réfléchir à la façon dont les données métriques, etc., d'évaluation sont pertinentes ou pas. Absolument. Je réponds à ça parce que là, tu reprenais ce que j'ai dit que en tant que... Non, mais j'ai dit en tant... Mais c'est important parce que, si tu veux, la façon de le dire est discriminante. C'est-à-dire, typiquement, je pense que comme scientifique, c'est important qu'on se donne la capacité à pouvoir mesurer, d'accord ? Parce que sinon, on travaille sur des objets qui sont pas suffisamment... savoir quantifier est un problème essentiel. Après, je suis d'accord avec toi. Voilà. OK. On voit bien que là, on pourrait avoir sur cette question-là, et de toute façon, il faudra qu'on pense à évaluation, à rentrer l'évaluation dans les questionnaires que nous avons. J'ai un petit problème, c'est que a priori, il y aurait 5 demandes de parole. Alors, est-ce que je peux demander aux intervenants, simplement pour qu'ils posent leurs questions, 1 minute, et on essaiera de faire une réponse groupée. On ne va pas faire le jeu dans chacun des cas. Donc, le premier, c'était... Bonjour. Donc moi je suis Céline Bartona, je suis éditrice au CNRS au Centre Alexandre Coiré en histoire des sciences et des techniques, donc sciences humaines et sociales. Et je voulais juste rebondir sur la proposition qui a été faite à plusieurs reprises de faire des formations. Effectivement, ça me semble tout à fait nécessaire. Et pour cela, je voulais dire que tout simplement s'appuyer sur les personnels d'accompagnement de la recherche et donner un petit exemple très bref. Dans notre laboratoire, on organise déjà avec ma collègue responsable des ressources documentaires des formations pour les masterantes, les masterants, les doctorantes, les doctorants sur donc panorama de l'édition scientifique aujourd'hui, avec mon slide préféré sur reconnaître une bonne maison d'édition d'une mauvaise. Également des formations sur l'open science, l'open access, la science ouverte. Et donc, nous allons intégrer maintenant tout ce qui concerne l'intégrité scientifique. Donc voilà, pour vous dire que je serais très intéressée pour discuter avec les messieurs les référents intégrité scientifique CNRS et PSL. Voilà, c'est une offre tout à fait entendue. Ensuite... Oui, merci. Marc Léger, je suis le référent à l'intégrité scientifique du CEA. Je vais poser une question à M. Koutelek, parce que j'ai été très intéressé par votre distinction entre les deux conceptions, l'intégrité scientifique et de leurs répercussions sur la notion de sens ouverte. Mais je me demande s'il n'y a pas d'ores et déjà une réponse qui est apportée à votre interrogation, en particulier au travers de la lettre circulaire du ministère de la Recherche de mars 2017. Parce que quand il est fait appel aux opérateurs de recherche pour la mise en place d'un dispositif d'alerte sur ce qu'il est conduit d'appeler les manquements à l'intégrité scientifique, et également d'infliger des sanctions en cas de manquement, alors le mot sanction pouvant être défini de toutes sortes de manières, est-ce que précisément la réponse n'est pas apportée sur l'une des conceptions de l'intégrité scientifique et celle d'une normativité de contrainte, pour reprendre votre expression? Merci. Là, on fait l'ensemble des questions. Emmanuel Hirsch, juste une observation. D'abord, un immense merci de ce qui a été apporté. Parce que je trouve que la théorie a aussi du sens. C'est ce qui nous permet un peu de nous élever et d'avoir une visée. Donc effectivement, on sait quelles sont les réalités du terrain. On n'a pas besoin d'être uniquement assujetti aux réalités du terrain. Et toute l'aventure actuelle, c'est justement de trouver un peu du dépassement à travers des propositions concrètes, et elles ont été émises aujourd'hui. Je voulais juste dire peut-être qu'il faut faire une distinction entre des procédures partagées, des procédures communes et des valeurs partagées. Et je pense que toute la démarche intégrité scientifique et open science n'a de signification que si on interroge le concept d'open science d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire quand on voit la valeur, le sens social et les promesses de la science de notre contemporain aujourd'hui, d'une certaine manière, la dimension politique de cette ouverture me semble importante. Je rajouterai donc que ce n'est pas uniquement les concepts d'intégrité scientifique, j'en retiens d'ailleurs deux. J'ai bien aimé la question de l'autonomie,
Mais quand on voit les interdépendances, les dépendances, quelquefois, même s'il y a transparence, on sait à quel point, dans les logiques même de la recherche aujourd'hui, les gens sont tellement assujettis à des thématiques, à différents types de pouvoirs économiques et autres, qu'il ne faut pas non plus avoir totalement de la naïveté. Ma vraie question, c'est vraiment quelles valeurs on porte. Et je pense que c'est une réflexion qu'on devrait poursuivre au niveau de l'Office, parce que c'était une question qui a été abordée dès le début par Pierre Corvol. Mais quelles valeurs politiques, quelles valeurs démocratiques, au moment où tout ça risque finalement de nous être, j'allais dire, retiré. Parce qu'on est dans un moment, et c'est là où moi je mettrais plus de gravité, encore que vous, entre le travail concret, les expositions auxquelles vous êtes confrontés au quotidien, mais notre démocratie est en péril, enfin je veux dire sans exagérer le terme. Et qu'est-ce que la science ouverte peut apporter en termes de savoir partagé, en termes d'éducation des uns et des autres à des valeurs supérieures. Je le dis parce qu'on n'a qu'une minute, mais je trouve que c'est aussi un enjeu à prendre en compte, quoi. Merci. Ensuite. Oui. Bonjour, Dina Bac-Alexis, je suis ingénieure de recherche au CNRS et je fais partie du collège du HRS. Alors, dans la réalité de nos laboratoires, nous avons de plus en plus de collègues précaires, compte tenu du fait que la recherche sur projet et sur divers financements se multiplie. Les collègues précaires font partie de notre quotidien et sont intégrés dans un univers hautement compétitif où ils doivent eux-mêmes devenir compétitifs, vendables. Ils doivent bâtir une carrière et avec l'espoir peut-être un jour de se stabiliser et de pouvoir avoir les protections qu'ont les titulaires, un statut et tout ce que vous avez évoqué. Je me demande donc comment se concilie cette montée de la précarité avec les idées tout à fait nobles que nous sommes en train de développer ici. Quelle protection pour nos collègues précaires? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour leur inculquer les valeurs de l'intégrité scientifique et de la science ouverte, et comment on peut faire pour les protéger et pour que tout le monde puisse travailler ensemble et ne pas faire deux catégories de chercheurs, une partie de personnel qui peuvent intégrer les valeurs de l'intégrité scientifique, de la science ouverte et avoir des pratiques vertueuses, et une autre partie qui sont sous pression et pour lesquels, malheureusement, on ne pourrait pas faire grand-chose. Merci. Et le dernier intervenant, qui est une dernière intervenante? Oui, donc, Michel. Juste Michel Leduc, comité d'éthique du CNRS et membre du COFIS. Je voudrais revenir un petit peu plus terre à terre sur les questions qu'avait posées Antoine Triller à la réalité du quotidien et les questions d'évaluation. On est tous confrontés à des évaluations qu'on doit faire de chercheurs de projets pour la France, pour l'Europe, bon, tous azimuts. On est quand même bien obligé de se référer aux publications. Qu'est-ce qui va arriver avec cette nouvelle affaire de sciences ouvertes où les revues, donc il faut quand même parler beaucoup des revues, les revues vont... Il y en a déjà quand même beaucoup. Il y en a beaucoup qui ne sont pas très bonnes. Il y en a beaucoup même qu'on appelle prédatrices. Mais il y a tout le continuum entre les prédatrices et les pas prédatrices, les bonnes et les bons. Et comment est-ce qu'on va les définir? Et il va y avoir création de plus en plus, certainement, de revues qui vont offrir des APC, puisqu'on est dans le plan S, il faut quand même payer, des APC bon marché. Beaucoup de chercheurs vont être tentés de publier là-dedans. Comment le Comité national du CNRS, par exemple, va faire ses évaluations avec une liste de revues qu'on n'arrivera plus à classer? Bon, c'est une question vraiment pratique, hein. Oui, je pense qu'avec la somme des questions, là, on pourrait passer toute l'après-midi. Donc, le défi pour les intervenants, c'est d'essayer de compacter en 5 minutes si vous voulez déjeuner un tout petit peu. Rémi, déjà. Oui, moi, je voudrais réagir à la question remarque de Marc Léger. Bon, il ne faut pas s'étonner si une circulaire ministérielle a un côté normatif, mais moi, ce n'est pas la façon dont je vis mon activité de référent intégrité. D'abord, parce qu'on n'est pas chargé des sanctions. Et donc on nourrit peut-être par nos rapports des sanctions futures, peut-être, mais ce n'est pas l'objectif principal pour moi.
l'objectif, il est un peu double. Il est d'intervenir pour améliorer la qualité de la littérature scientifique en agissant pour que les papiers faux disparaissent ou soient corrigés, et aussi au passage améliorer la vie dans les laboratoires, où il y a des tensions liées à des méconduites. Et de ce point de vue-là, je ne ressens pas ça comme étant un choix définitif A ou B dans les deux catégories énoncées par mon voisin. Léo ? Alors, bon, j'aurais peut-être une réponse plus nuancée. Je crois à entendre les débats chez les juristes et les débats au sein de la philosophie du droit, qu'on prend quand même la direction d'une déontologisation de l'intégrité scientifique. Même si, dans les faits, c'est peut-être pas encore une réalité au niveau des référents intégrité scientifique, mais tous les ingrédients sont là. Et des propositions sont faites en ce sens-là. Hein. Je crois que là, du coup, le travail qu'on a à faire entre nous, de discussion, c'est de regarder la possibilité. C'est pas de dire il faut pas une déontologie scientifique, il faut pas déontologiser l'intégrité scientifique. Je dis pas du tout ça. Je dis, regardons concrètement si c'est possible, et si c'est possible, quelles seront les conséquences. Et on a un bel exemple, parce qu'il y a des professions réglementées, où il y a des codes de déontologie, et donc on a déjà un peu, même si on ne peut pas précisément, et c'est justement le problème, on ne peut pas comparer la communauté scientifique, par exemple, avec la communauté des médecins. Mais par exemple, dans le code de déontologie médicale, vous avez un article qui dit que chaque médecin doit respecter la confraternité. Je pose la question dans la science si c'est possible et souhaitable de respecter la confraternité. On voit même chez les médecins qui est compliqué, où des médecins homéopathes portent plainte devant le Conseil de l'Ordre contre des médecins allopathes qui ont dit que leur médecine n'était pas une médecine parce qu'elle ne passait pas l'épreuve de la science. Quel que soit le débat sur la vérité de ces choses-là, on voit que même dans le cas d'un code de déontologie, c'est très compliqué, même chez les médecins, de faire respecter la confraternité. Et moi, je fais partie des personnes qui disent que c'est non seulement pas possible, mais pas souhaitable, parce que la science, c'est des conflits, parce que la science, c'est de la diversité, et qu'on a plutôt intérêt à développer une culture de la conflictualité épistémique dans les sciences, plutôt qu'une culture de l'obéissance à une autorité académique. Voilà, donc j'allais dire, moi je trouve qu'on prend le problème un peu de façon difficile. Et puis il y a une ambiguïté fondamentale à vouloir des autorités indépendantes qui ont le pouvoir de recours et de punition dans la science. Déjà, je crois que légalement, c'est pas possible, et ça, il faudra le vérifier. Je sais qu'au CNESER, par exemple, actuellement, au CNESER disciplinaire, se pose la question qu'il soit dirigé par un magistrat. Je crois que c'est pas souhaitable. Il y a quand même des réflexions en philosophie du droit qui montrent que cette volonté d'une communauté professionnelle de s'autonomiser par la déontologie a pour résultat une extension de la puissance de contrôle de l'État, paradoxalement. Et c'est le cas, je crois, et en fait, en tout cas, les historiens du droit et philosophes du droit le démontrent, c'est quasiment le cas dans toutes les professions réglementées. Cette volonté de vouloir protéger une communauté d'un contrôle étatique trop autoritaire par le biais d'un code de déontologie provoque l'effet inverse souhaité. Donc c'est pour ça que je pense que la direction d'une intégrité scientifique qui intègre plutôt des règles sous contrainte d'une réflexivité avec, comme le disait le représentant peut-être ici du ministère, je crois, avec le respect de la diversité de ce qu'est la science aujourd'hui, c'est-à-dire avec des règles qui puissent s'adapter, qui puissent être discutées, est une meilleure voie que celle de la déontologisation de l'intégrité scientifique. Voilà. Merci. Et je voudrais juste un dernier mot, souligner l'ambiguïté aussi qu'il y a, et je crois que ça, il faut revenir dessus, à nommer ce qui a été écrit en 2015, me semble-t-il, Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche, parce que cette charte est tout sauf une charte de déontologie. Et je crois qu'il faudrait changer ce terme, parce qu'il est ambigu, ce n'est pas une charte de déontologie, elle n'en respecte aucun des codes, et elle n'en a pas la portée. C'est une charte d'éthique de la recherche. Et je crois que ce serait utile pour clarifier les concepts que l'on renomme cette charte, charte d'éthique de la recherche. Et d'intégrité scientifique, oui, effectivement. Ou d'intégrité scientifique, ça irait très bien.
Mais ce n'est pas une charte de déontologie. Non, non, mais très bien. Très bien, merci. Ben, c'est bien. Mais c'est gardé, le nom est resté. Oui, oui, il est resté. Oui. OK. D'autres interventions par rapport aux questions posées, Enrica? Yeah. One element seemed to be the practical kind in Finland is that we've decided, with the benefits of a small country, a lot of the questions that you've raised here regarding how do we tell good journals from bad journals and how do we provide extra teaching and upskilling is the fact that regardless of the diversity in the types of institutions that we have and the diversity in the disciplines, we all seem to be grappling with exactly the same questions. And we've decided that it makes no sense for each organisation to be trying to resolve them on their own. So we have highlighted the key questions and made a decision that we're going to seek to create national guidance and policies to support institutions and faculties and research groups in dealing on the practical level with the issues that appear. And I imagine as we are going to develop increasing collaboration in Europe on open science coordination, we can start exchanging best practices Europe-wide. Alors, je pense que les questions qui étaient posées entre ce qui est régulation et ce qui est effectivement partage de bonnes pratiques et travail à partir d'expérience et retour d'expérience, c'est certainement une question complètement centrale dans ce qui nous interpelle aujourd'hui. On n'aura pas traité, on n'a pas trouvé de réponse, mais je crois que ça n'apportait pas nécessairement de réponse immédiate, c'était difficile en tout cas, sur la dimension formation et sur les collègues précaires. Et puis, je pense que effectivement, la question sur l'évaluation et les outils liés à l'évaluation, la discussion que nous avons eue sur métrique, aspect quantitatif versus aspect qualitatif, d'une certaine manière, c'est aussi une question extrêmement lourde.